Après Sciences Po, la mobilisation étudiante pro-palestinienne s'est étendue à l'université de la Sorbonne. Israël, assassin, la Sorbonne complice, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Plusieurs dizaines d'étudiants ont enchaîné aujourd'hui les slogans en faveur de la cause pro-palestinienne avant de bloquer dès midi l'entrée de l'université parisienne. Les étudiants ont installé une cinquantaine de tentes dans la cour d'honneur et dans le hall avant d'être délogés par les forces de l'ordre vers 15h. Moi, je suis palestinien et mon cœur saigne. Face à la violence de ce génocide contre notre peuple à Gaza, on envoie ce message au gouvernement français. Aux États-Unis, le mouvement, il a commencé dans une fac à Columbia avec quelques centaines d'étudiants. Et aujourd'hui, il s'est répandu comme une traînée de poudre dans le pays en entier. Il faut qu'on fasse la même chose en France. Les images de la prestigieuse université de la rue Saint-Jacques font écho aux images de Sciences Po, occupées de mercredi à vendredi dernier. À Sciences Po, les manifestations ont tourné à l'affrontement entre les pro-Gaza et les pro-Israël. Aujourd'hui, la manifestation à la Sorbonne était soutenue par les députés LFI, Louis Boyard et Thomas Porte. La semaine dernière, à Sciences Po, c'était sous les yeux de l'insoumis Aymeric Caron. Faites l'honneur de notre pays. Heureusement qu'il y a aujourd'hui, vous, notamment, dans ce pays, qui vous mobilisez, malgré les pressions que vous subissez, malgré les menaces que vous subissez. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui sont fiers de ce que vous êtes en train de faire. Ne lâchez pas. À Sciences Po, la semaine dernière, de la part des étudiants, une grande revendication, que l'Institut de la rue Saint-Guillaume mette fin à ses liens avec les universités et entreprises israéliennes sous les cris de près d'une centaine de manifestants. Les événements de Sciences Po ont été suivis jusqu'au sommet de l'État. Gabriel Attal, le Premier ministre, s'était déjà déplacé dans l'Institut politique il y a quelques semaines pour soutenir la direction. En déplacement, il n'a pas mâché ses mots après les incidents de la semaine dernière. Il n'y aura jamais de droit au blocage et jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles, une idéologie d'outre-Atlantique à nos étudiants et à nos enseignants. Pour le Premier ministre, cette minorité dangereuse a une influence, la culture wokiste issue des universités américaines. À la Sorbonne aujourd'hui, on revendique même le lien avec les académies des États-Unis. C'était en fait en soutien aussi à la mobilisation qui existe aux États-Unis, à Columbia, dans d'autres universités et également à Sciences Po. Il y a près de 80 universités dans le monde aujourd'hui qui sont occupées ou en tout cas où il existe des petites mobilisations pour la Palestine et du coup nous on a voulu symboliquement aussi prendre la Sorbonne. Si aujourd'hui en France les contestations sont peu nombreuses, aux États-Unis les manifestations pro-palestiniennes s'intensifient dans la plupart des grands campus. Il y aurait des blocages dans près de 250 universités à travers tout le pays. Pierre Moscovici est le premier président de la Cour des comptes. Il enseigne à Sciences Po et aux États-Unis. Selon lui, ces manifestations ont toujours existé. Je comprends que des jeunes soient révoltés par ce qui se passe à Gaza. Je ne comprends pas, et ce que je n'admets pas, c'est certains slogans ou certaines attitudes. J'ai été jeune et j'ai bloqué des universités. Je peux tout à fait comprendre qu'on soit dans cette attitude-là, parce que ça s'appelle un mouvement. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire étudiante. Mais je pense que les financements ne doivent pas être suspendus pour Sciences Po Paris, comme je pense aussi qu'il faut garder des accords universitaires avec tous. Voilà. François-Xavier Bellamy, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé il y a quelques minutes la suspension des subventions de la région à Sciences Po. Vous réclamez aussi la suspension de ces aides à Sciences Po. Est-ce que vous trouvez que l'État manque de fermeté avec ces universités, avec la Sorbonne et avec Sciences Po ? Bien sûr, et Valérie Pécresse a parfaitement raison de réagir d'une manière ferme. Parce que contrairement à ce que dit Gabriel Attal... doivent être punis. Non mais pour une minorité. En réalité, le vrai grand problème, c'est aujourd'hui la réaction de la direction de Sciences Po. Et c'est cette réaction qui lance le signal de la contagion partout. Pourquoi ? Parce que le gouvernement dit, et on entend Gabriel Attal, il n'y a pas de droit au blocage, fermeté, on va réagir. Mais derrière, la direction de Sciences Po passe un accord avec les étudiants qui bloquent, décide de suspendre toute procédure de sanction contre les étudiants, même ceux qui se seraient rendus coupables, parce que c'est de ça qu'on parle, de slogans ou d'actions qui pourraient avoir un caractère antisémites. Les sanctions sont suspendues, il n'y a pas forcément d'effacement définitif. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en réalité ? D'ailleurs, c'est pas pour rien que les bloqueurs crient victoire. Et ensuite, on décide d'organiser un grand débat où on met tout le monde autour de la table. Mais en réalité, le cœur du problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les slogans dont parle Pierre Moscovici, dans les expressions, dans les discours et parfois dans les actes, parce que rappelons qu'il y a un mois, une étudiante de confession juive a été interdite d'entrer dans un amphi de Sciences Po. Elle est rentrée finalement. Elle est rentrée. Oui, les circonstances n'ont pas été si nettement établies. Même le Premier ministre a été sur place. C'est dire quand même que la situation était grave. Et il a dit à l'époque qu'il fallait remettre en question les financements publics de Sciences Po. Aujourd'hui, le gouvernement félicite, par la voix de Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, félicite la direction d'avoir tout cédé au blocage. Et moi, je suis désolé, mais quand je vois des députés de la France Insoumise qui viennent récupérer
aujourd'hui une institution dont le but, rappelons-le quand même, c'est d'abord que les étudiants y étudient, parce que c'est quand même ça qu'on fait normalement dans un lieu d'études. Ils ont quand même le droit de manifester. De manifester, d'accord, mais aujourd'hui on voit des députés pour de la France Insoumise. sur ce qui se passe à Gaza. Aujourd'hui on voit, pardon, mais qui se réjouit de cette situation? L'imam, l'ayatollah Khamenei, qui aujourd'hui, incarnation de l'islamisme mondial, qui aujourd'hui félicite les étudiants, y compris les étudiants de Sciences Po. Il y a quand même de quoi s'inquiéter. Donc vous vous réjouissez de l'évacuation de la cour de la Sorbonne? Mais heureusement, bien sûr, on n'a pas de raison de considérer qu'il faut mettre tout le monde sur le même plan. Et le débat qui doit se tenir dans quelques jours à Sciences Po est une véritable honte. Mettre autour de la table tout le monde. Mais depuis quand est-ce qu'on met l'antisémitisme autour de la table? On va organiser un débat sur la légitimité des expressions antisémites. Par ailleurs, dernier point, pour conclure, les étudiants... on est tenu par les temps de parole. Donc, pour conclure, vraiment. Juste en un mot, les étudiants qui disent leur souffrance devant la détresse des Palestiniens de Gaza, je partage leur souffrance, évidemment. Mais pourquoi ne pas nommer le véritable auteur de ce drame? Et cet auteur, c'est d'abord le Hamas, qui le 7 octobre a délibérément choisi de plonger dans l'enfer, d'abord les populations civiles israéliennes qu'il a ciblées, et ensuite, évidemment, parce qu'il savait ce qui allait se passer, les populations civiles de Gaza. Et je n'entends pas une seule voix pour dire que ce terrorisme islamiste, parce que la France Insoumise refuse toujours aujourd'hui, y compris au Parlement européen, de parler du 7 octobre comme d'un acte de terrorisme. Je n'entends pas une seule voix dans ces blocages pour dire que c'est le terrorisme islamiste qui est à l'origine de cette spirale de souffrance et de mort que nous voyons aujourd'hui à Gaza et en Israël. Merci François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes. La mobilisation des étudiants de Sciences Po Paris qui a suscité la colère d'Elisabeth Badinter. Elle était vendredi notre invitée. Plus personne n'est capable de débattre calmement. Il n'y a plus de débat. C'est la condamnation à mort d'Israël, le génocidaire. On ne sait même pas ce que les mots veulent dire dans cette génération. Ce que c'est qu'un génocide. Jamais j'aurais pensé que tous ces jeunes gens seraient à ce point antisémites. Et l'antisémitisme renaît, se développe tous les jours grâce à eux. Et ça montre à quel point ils sont nuls en histoire. Aucune, je dirais, sérieux de pensée. C'est n'importe quoi. Bonsoir Anne Sinclair. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle qu'il y a un mois, dans une tribune publiée dans Le Point, vous appeliez à ce que les violences commises sur les civils à Gaza cessent. Ce que réclament, entre autres, aujourd'hui les étudiants de Sciences Po et depuis ce matin, ceux de la Sorbonne. Il n'empêche, vous dénoncez, à la façon dont l'a fait Elisabeth Badinter vendredi, une ignorance de la part de ces étudiants, laquelle? Une confusion? On reviendra sur le papier que j'ai fait qui était un tout petit peu plus balancé et complexe. Mais là, face à ce qui se passe, je suis à la fois consternée et en colère. Et Elisabeth Badinter a parfaitement raison. Quand on pense que c'est une ignorance absolue, une méconnaissance totale de la mémoire historique, qui sont à Sciences Po, qui est une école, quand même une école qui doit apprendre à la fois l'histoire, la géopolitique, la complexité du monde, le sens des mots. Je voyais un étudiant ce matin qui répondait à Libération, à des étudiants manifestants, qui disait « Oui, mais moi, je suis né en 2004 ». Bon, écoutez, là les bras nous en tombent. Donc, moi, je trouve très bien que les étudiants se mobilisent. C'est tout à fait dans la logique. Quand j'étais, moi, dans cette école, on manifestait aussi. On manifestait contre la guerre du Vietnam, où les Américains n'avaient rien à faire au Vietnam. Simplement, là, ils auraient pu aller hier soir, place de la République. Il y avait une manifestation pour Toumaj Salehi, qui est rappeur iranien, condamné à mort, comme 834, je crois, autres exécutés dans l'année 2023. Condamné à mort par Khamenei. J'entendais qui soutient. Je voyais son tweet, enfin son message, comme quoi il soutenait les étudiants. Peut-être les étudiants de Sciences Po devraient se méfier d'un soutien pareil. Je ne les ai pas entendus manifester pour les femmes iraniennes. Je ne les ai pas entendus manifester pour le rappeur qui est de leur génération, de leur âge. Je ne les ai pas entendus manifester sur les 300 000 morts d'Assad, sur son propre peuple. C'est quand même incroyable comme c'est cité. Est-ce que c'est l'antisémitisme
comme le disait Elisabeth Badinter vendredi sur notre plateau. Thomas Legrand, éditorialiste à Libération, a alerté sur le fait que traiter des étudiants qui se mobilisent contre la guerre à Gaza d'antisémites est une folie, qu'ils ne font que brandir des drapeaux palestiniens. C'est pas ce qu'elle a dit. L'antisionisme aujourd'hui, c'est d'ailleurs Robert Badinter qui l'a dit il y a des années, l'antisionisme aujourd'hui est la forme moderne de l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les antisionistes? Tous les antisionistes. Tous. Antisionistes, ça veut dire contre l'entité sioniste, c'est-à-dire contre l'existence de l'État d'Israël. Ce qui est parfaitement légitime et parfaitement accepté par la communauté des nations qui a reconnu l'existence de l'État d'Israël il y a 75 ans. Et personne ne remet en cause l'existence d'un État. Ce qui est parfaitement légitime, c'est d'être opposé à un gouvernement, de dire que ce gouvernement, comme je le fais moi-même, comme je l'ai fait moi-même, mène une guerre dont on peut contester l'ampleur, qu'on peut contester les modalités, qu'il cherche sa survie à se perpétuer, qu'il cède à ses extrémistes au gouvernement, et que l'objectif qui était de libérer les otages, qui devait être le premier objectif. Vous voyez, je porte un pins pour les otages. C'est le pins qui dit qu'il faut se souvenir des otages. Eh bien, les otages, il y en a 133 encore qui demeurent. Et ça devrait être la priorité absolue de la communauté internationale et du gouvernement israélien. On a le droit de critiquer ça, bien sûr, mais pas de remettre en cause l'existence d'un État. L'antisionisme, c'est quoi? Leur slogan, vous l'avez entendu, de la rivière à la mer, from the river to the sea. Ça veut dire que toute la bande de terre, qu'ils eux appellent Palestine aujourd'hui, fait fi de l'État d'Israël. Donc ça, c'est quoi? C'est la négation. Au moins, un Columbia, il disait mort aux Juifs ou les Juifs dehors. Moi, j'ai vu à la Sorbonne, ces derniers jours, il y avait une banderole qui disait « sionistes hors de nos facs ». Mais qui disent « juifs hors de nos facs ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'hypocrisie, elle est absolue. Les mots ont un sens. Alors, quand je vous disais que j'étais consternée, je suis concernée par ce niveau-là, et je suis en colère parce qu'il y a ceux qui jettent de l'huile sur le feu. Vous avez vu, là, il y a tous les députés de la France Insoumise qui sont là, et Jean-Luc Mélenchon, il sait ce que les mots veulent dire. Il sait ce que c'est que le génocide, il sait ce que c'est que l'histoire. Vous pensez qu'ils sont instrumentalisés, ces étudiants? Je crois. Et qu'ils savent ce qu'ils font quand ils se peignent les mains en rouge, en disant que c'est un poncif de toutes les manifestations contre les guerres, quelles qu'elles soient? Il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais tous les Israéliens, et c'est une insulte à eux, savent que c'est la référence d'un homme qui était en 2004 à la tête, voilà l'image, à 2004 à la tête à Ramallah, à la fenêtre, pour montrer comment il avait exécuté, démembré deux Israéliens. Donc ça veut dire quoi à l'origine? Ça veut dire tuer les Juifs, tuez-les. Enfin, mais qu'est-ce qui nous est arrivé, Babette? Qu'est-ce qui nous est arrivé en France pour qu'on arrive à ça? Et vous avez la réponse? Quand même ignorer ce message-là. Ceux qui l'ignorent, je veux bien croire à leur bonne foi, mais encore une fois, quand on dit, je sais pas, j'étais né en 2004, oui, enfin la guerre de 14, il faudra qu'ils l'apprennent aussi. Et vous pensez ça me concerne. Et vous pensez qu'il faut en arriver à supprimer les financements, à les suspendre en tout cas? Oui, c'est un autre débat. Je pense qu'on ne suspend pas des financements comme ça à une école publique, à une école qui est sous contrat avec la République. Ça demande à être étudié et on ne suspend pas des financements parce qu'il y a 50 types qui reçoivent tout le soutien médiatique et politique qui convient, mais qui manifestent, après tout, à la direction de prendre ses responsabilités. La direction de Sciences Po qui a conclu un accord avec certains des étudiants manifestants pour faire cesser les blocages. Les poursuites disciplinaires envers les étudiants pro-Palestine ont été suspendues. Une réunion publique doit être organisée d'ici jeudi. Et ils acceptent, pire, ils acceptent qu'on discute des partenariats avec des universités israéliennes ou avec des pays qui ont des accords avec des universités israéliennes. Ça veut dire quoi? On va exclure les étudiants israéliens de Sciences Po? Ça veut dire que, alors qu'on va punir les universités qui sont précisément le seul endroit qui manifeste, qui exprime
aujourd'hui, toutes les tensions qui traversent la société israélienne et qui sont très nombreuses, ils manifestent tous les samedis soirs. Encore samedi dernier, il y avait foule dans les rues de Tel Aviv pour demander à la fois le retour des otages et que ce soit la priorité, demander des élections, parce qu'en effet, il va falloir que ce gouvernement se rende à des élections et soit responsable de ce qu'il a fait. Vous souleviez la question, qu'est-ce qui s'est passé en France? Oui. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous avez un début d'explication, Anne Sinclair? Je pense que c'est une sorte de recul progressif, de démission générale. Je crois qu'on a laissé s'embringuer les choses, que déjà peut-être l'éducation a baissé les bras. On sait que les profs d'histoire, ils ont beaucoup de mal aujourd'hui à enseigner l'histoire. Ils ont beaucoup de mal à faire des débats sur la Shoah. On n'est même pas sur la Shoah. Là, c'est simplement pour expliquer ce qui s'est passé depuis 75 ans, qu'il y a 75 ans, la communauté des nations a décidé un pays juif, un pays arabe. Le pays arabe, il est légitime qu'il ait lieu. Le droit des Palestiniens, j'ai toujours été pour. Beaucoup de gens en Israël le pensent aussi. Pas M. Benjamin Netanyahou, mais ses opposants avec lesquels je suis en accord. Et les familles d'otages, leur problème, c'est qu'il y a 133 personnes, 133 dont on ne sait même pas s'ils sont morts ou s'ils sont vivants. Et je vous ai apporté là un livre. Je vois que vous l'avez aussi. Oui. Un livre qui s'appelle 7 octobre et qui est publié chez Grasset. Par un journaliste du quotidien Haaretz. Une journaliste que j'ai rencontrée, qui n'a pas 30 ans, et qui s'est immergée pendant des mois pour essayer de donner de la chair et un visage à tous ceux qui étaient inclus dans un nombre. 1200 morts, 250 otages devenus 133, des survivants. Elle a raconté presque minute par minute ce qui s'est passé au Festival Nova avec des scènes insoutenables. Elle a travaillé dans le kibbutz Be'eri. Dans ce kibbutz Be'eri, 94% de ses habitants et de ceux qui ont été massacrés, 94% avaient voté pour des partis de gauche ou du centre, hostiles à Netanyahou. Ils étaient engagés pour les droits des Palestiniens. Elle parle d'une femme qu'on a connue, dont on a parlé ici en Europe, Viviane Silver, une femme extraordinaire qui s'était engagée dans la plus grande défense des droits de l'homme en Israël et des droits des Palestiniens, qui disait d'elle-même, elle le rappelle dans ce livre, je suis une sioniste conditionnelle, c'est-à-dire je suis pour un État juif qui reconnaisse les droits des Palestiniens, et ils se battaient pour ça, ils ont été massacrés. Alors, je crois que c'est... Vous savez, dans le judaïsme, on aime dire les noms. Mais elle écrit les noms. Elle raconte leur histoire. Elle raconte d'où ils viennent. Elle raconte leurs combats. Elle raconte qui ils sont. Elle raconte comment ils étaient avec un t-shirt rouge ou une bicyclette. Elle leur donne de la vie. Nous, au moins, on peut lire. Lee Yaron, 7 octobre, chez Grasset. Pierre, on attend ce soir une réunion au Caire entre les représentants égyptiens qui ont fait une proposition de trêve à Gaza et de discussion pour des libérations d'otages. Enfin. Une réunion entre eux, le Qatar et le Hamas. On saura normalement dans la soirée si le Hamas s'y montre favorable. Le Hamas qui a publié samedi une vidéo montrant 2 otages israéliens le jour où des milliers de personnes, vous l'évoquiez, manifestaient à Tel Aviv afin de réclamer la libération des otages toujours retenus dans la bande de Gaza. The videos are more heartbreaking than before, but it doesn't change the picture that they are there and this state is ignoring them, and it's just absurd that the state is not doing anything to bring them back. I think both people, the Palestinians as the Israelis, have been captured by leadership that is not counting them as the most important part of the story and their job. We've been terrorized by our government, by our leadership, and they keep doing nothing or just fighting against us, against the people. Stop the killing, stop the retaliation on the Palestinian people and start negotiating. Vous pensez qu'on peut garder espoir qu'ils reviennent, soient encore vivants? On doit garder espoir. Évidemment, on va découvrir, on ne sait pas combien. On dit qu'il y en a peut-être plus que 40 vivants.
Le plus jeune otage du monde a aujourd'hui 18 mois. Il s'appelle Kfir Bibas. Il a eu 1 an en captivité. Comment peut-on imaginer ça? Est-il vivant? Est-il mort? Est-ce qu'on peut rendre leur corps, leur dépouille, au moins aux familles? Et si le Hamas, qui a voulu cette guerre, qui l'a entretenue, qui l'a cherchée, qui avait la possibilité de l'arrêter à tout moment en libérant les otages. Dans le papier que vous mentionniez, je disais que je ne mets pas en équivalence à la fois le massacre d'une barbarie sauvage qui a eu lieu le 7 octobre et une guerre. C'est une guerre, elle est cruelle, elle est dure, elle est violente. On a le droit de dire assez, oui, peut-être. Mais on ne met pas les deux en parallèle et les deux en équivalence. Eh bien, ces Israéliens, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le retour des otages et donc l'arrêt du cessez-le-feu. Vous savez, l'arrêt de la guerre. Oui, l'arrêt de la guerre, pardon, et un cessez-le-feu. À la Biennale de Venise, il y avait le pavillon israélien qui a fermé ses portes et qui a mis un écriteau qui a été ce qui a été le plus photographié à la Biennale comme œuvre d'art, c'est pas une œuvre d'art, et qui disait « Le pavillon rouvrira quand il y aura un cessez-le-feu et la libération des otages ». Ça, c'est une manifestation digne. On ne met pas en parallèle ces deux faits, mais évidemment qu'il y a le massacre du 7 octobre, mais ce que d'autres voient, ce sont les 40 000 morts à Gaza, ce sont les Palestiniens. 40 000, est-ce que vous êtes sûr de 40 000? Bon. 20 000, 40 000, peu importe, 50 000, c'est trop. Peu importe, oui, des hommes, des femmes, des enfants qui meurent. Des femmes et des enfants civils qui sont morts à Gaza, insupportable. Ce qui fait que la Cour pénale internationale, qui est un tribunal pénal, pourrait émettre un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou dans les prochains jours, Premier ministre israélien qui pourrait donc être poursuivi pour crime de guerre à Gaza. Mais en effet, c'est une juridiction internationale qui le décidera. Déjà, la Cour internationale de justice a été saisie pour génocide. Elle n'a pas répondu à la demande de l'Afrique du Sud. On verra si cette demande-là, je ne suis pas juriste international et je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Mais bien entendu que le Premier ministre israélien aura des comptes à rendre. Aujourd'hui, ce sont des militaires qui ont démissionné, ce sont des gens des services de renseignement. Mais le Premier ministre israélien est responsable devant son peuple aussi de ne pas l'avoir protégé et de la conduite de cette guerre, sans doute. Ce n'est pas le sujet encore aujourd'hui. Qu'on soit contre cette guerre, encore une fois, je peux le comprendre, mais bien entendu, et encore une fois, j'ai écrit que c'est un drame. Et quand on est juif, et je suis juive, je pense qu'on ne peut pas être silencieux et indifférent. Ça ne m'a pas valu que des amis de dire ça. Bon, je l'ai dit. Mais néanmoins, ne pas tout confondre. Et aujourd'hui, cet antisionisme, c'est une autre façon de dire antisémitisme. Merci beaucoup Anne Sinclair. Vous restez avec nous pour le 5 sur 5 de Laurence Sénéchal. Je précise donc que depuis le 24 avril, chez Grasset est disponible ce récit du 7 octobre signé de la journaliste Lee Yaron qui a recueilli les témoignages des rescapés et des témoins de l'attaque du 7 octobre dernier. C'est une première enquête globale qui donne un visage à chacune des 1160 victimes de cette attaque. Merci.